Amis sportifs, bonsoir. Vous êtes bien sur One TV. L'émission s'appelle Échauffement. Échauffement qui fait le décryptage de l'actualité sportive au plan national, continental et international. Et vous avez avec moi toute mon équipe ce soir. Je commence par GPP, c'est Gilles Chris, Amakwe, Haïté. Bonsoir. Bonsoir FSP, bonsoir à toutes et à tous. Un plaisir renouvelé d'être en votre compagnie et de partager cette tribune à nous consacrer, bien évidemment, consacrée exclusivement au sport. Gérard Yaobi, mais sans vie. Arouebia, bonsoir. Bonsoir FSP, bonsoir amis téléspectateurs de One TV, heureux de vous retrouver ce soir. Et notre invité, c'est Cyril Diakpo, qui est coordonnateur du projet African Women at Fitness. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, FSP. Content d'être là avec vous. Et bonsoir à tous les téléspectateurs de One TV. Alors, au sommaire, on parlera du classement FIFA du mois d'octobre. Les pays africains ont fait beaucoup de progrès. Le Bénin, eh bien, a fait un pas en avant, tandis que le Togo, lui, il a reculé. On parlera également du tennis de table, le championnat d'Afrique, où le Bénin et le Togo se sont très bien illustrés et même qualifiés pour les championnats du monde 2026. Et à l'issue de ces compétitions, on a pu joindre le directeur technique national de la Fédération togolaise de tennis de table, M. Amédée Ama alias Ake. Vous allez le suivre dans quelques instants. Et puis, j'ai parlé tout à l'heure de Cyril Diakpo. Eh bien, les émotions du fitness, c'est lui qui pilote ça. Et c'est à Cotonou, pour ceux qui connaissent le Bénin. Et de quoi s'agit-il? Eh bien, on ira à Awansori, Ladi. Awansori, Ladi est un quartier situé dans le 6e arrondissement de la ville de Cotonou, au Bénin. Alors, bonne nouvelle par ailleurs pour les fans du football togolais, puisque le championnat national va démarrer ce week-end. Et d'autres nouvelles viendront meubler cette émission. Mesdames et messieurs, accrochez-vous bien. Échauffement, c'est parti. Classement FIFA du mois d'octobre, je le disais dès l'entame, que le Togo et le Bénin, eh bien, l'un et l'autre, le Bénin s'est bien comporté parce que le Bénin est monté d'un cran alors que le Togo recule. Et nous allons retrouver Gilles Chris Amakwe Haïté pour le compte rendu. Le football africain poursuit son ascension lente mais régulière dans le dernier classement mondial publié le vendredi 17 octobre 2025 par la Fédération internationale de football association FIFA en Afrique. Le Maroc domine toujours les débats et reste le seul pays du continent présent dans le top 20 mondial. Il est suivi du Sénégal, de l'Égypte, de l'Algérie et du Nigeria qui complètent le groupe de tête. Pêle-mêle, le Togo est classé 34e au plan continental puis 124e au niveau mondial. Le Bénin, lui, occupe la 19e place en Afrique et le 92e rang au plan mondial. Le Congo est 39e en Afrique et 134e sur le plan international. Le Niger, lui, est classé 25e en Afrique puis 108e au niveau mondial. Le Gabon, quant à lui, est 15e au niveau africain et 77e à l'international. Le Burkina Faso est classé 12e en Afrique et à la 63e position au plan mondial. La République démocratique du Congo est 11e en Afrique puis 60e mondial. Le Cameroun est classé 9e en Afrique et 54e au niveau international. Quant au Mali, il est classé 8e en Afrique et 53e sur l'échiquier international. La Côte d'Ivoire est 6e sur le continent africain et 42e à l'échelle mondiale. La Guinée est 16e en Afrique et 80e mondial. À l'échelle mondiale, la FIFA place désormais l'Espagne en tête du classement devant l'Argentine. Championne du monde en titre, la France et l'Angleterre. Le Portugal et le Brésil se partagent respectivement les 5e et 7e places. GPP, qu'est-ce qui peut expliquer
eh bien, cette descente aux enfers du football togolais. Je parle bien sûr du classement FIFA Coca-Cola, le Togo, qui n'arrive pas à se retrouver au niveau du top 100. C'est quand même un peu regrettable. Oui, c'est pas qu'un peu, hein, c'est énormément regrettable quand on connaît le visage réluisant présenté par les éperviers du Togo, jadis ou naguère, selon la prononciation que vous voulez. Et aujourd'hui, de savoir que leur niveau n'a pas évolué outre que ça, et bien au contraire, ils sont en mode régression. C'est triste pour cette nation africaine qui, par le passé, nous a habitués à de bien meilleures copies que celle qu'elle présente actuellement. Et cela montre à suffisance aujourd'hui le malaise profond qu'il y a au niveau du football togolais, un malaise qu'il va falloir penser, un malaise qu'il va falloir régler pour permettre aux amoureux des éperviers du Togo, togolais, tout simplement de sortir de cette spirale négative dans laquelle est plongé le football depuis un certain moment. On revient chaque fois, je sais que c'est sur plusieurs émissions qu'on parle du football togolais et on ne parle pas du football togolais en bien, on en parle en mal et à un moment on est fatigué, on a envie de revenir dire que le Togo a fait des bons et les résultats des précédentes rencontres, la campagne qualificative pour la Coupe du Monde des clubs et l'absence également à la Coupe d'Afrique des Nations sont autant d'éléments qu'il faut mettre dans la balance qui font regresser le Togo et qui l'amènent hors du top 100 au niveau mondial. C'est regrettable, mais c'est l'état des choses actuelles. Il va falloir faire le travail, il va falloir remettre chacun à sa place, situer les responsabilités pour pouvoir pondre une thérapie qui va sortir le football de ce mal profond. Gérard Yaobi Bessanvi, le Bénin lui a progressé légèrement parce qu'il a pu gagner, glaner quelques points lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Oui, vous voyez, avec les résultats obtenus par les Guépards du Bénin lors de ces éliminatoires passés, je veux nommer le mondial, que ce soit au mondial ou que ce soit à la CAN, ont permis bien sûr au Bénin de se retrouver à cette position. Vous savez, je vais emboîter peut-être le pas à mon vis-à-vis ici qui disait, c'est vrai, vous savez, à un moment donné, lorsque ça ne marche pas et que vous n'avez pas les armes nécessaires, puisque aujourd'hui nous parlons du classement FIFA, c'est d'abord, ça passe nécessairement par l'organisation de bons championnats et les équipes qui se retrouvent d'abord dans les éliminatoires sur le plan continental avant de se retrouver sur le plan international. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis un bon moment, les quelques équipes togolaises qui arrivent à se retrouver en tête du championnat n'arrivent toujours pas à mieux se comporter lorsqu'il s'agit des compétitions continentales. Donc, bon, je crois que avec ce qui se prépare désormais, puisque le gouvernement a compris et est en train de mettre les bouchées doubles pour corriger ce qui ne va pas au sein de la fédération et au sein déjà des différents clubs, afin que désormais le problème soit réglé. Et je crois que, bon, ça ne ment pas. Lorsque vous travaillez, les résultats sont là. Le Togo, bon, depuis un moment, ça ne va pas, mais je crois que bientôt, ça va reprendre. Alors, on le souhaite pour le football togolais et même pour le football béninois. Hein. Bon, le top 100, ce n'est pas suffisant. Il faut aller dans le top 50 et pourquoi pas dans le top 20 et 10. Et nous allons poursuivre à présent avec la petite balle en celluloïde, le tennis de table. On commence par le Bénin, qui était au championnat d'Afrique et qui a pu, ma foi, se qualifier pour les championnats du monde 2026. Images et son chez Pépé. Le Bénin marquera l'histoire du tennis de table en participant pour la première fois à la Coupe du Monde 2025 grâce à la performance exceptionnelle de Abdelkader Salifou. Le pongiste béninois a validé son ticket pour cette prestigieuse compétition en remportant les demi-finales de la Coupe d'Afrique senior à Tunis. Ce résultat lui permet d'intégrer le cercle très fermé des 8 meilleurs joueurs africains qui représentent le continent lors du mondial Macao en Chine du 14 au 20 avril 2025.
2025. Un espoir validé en quart de finale pour s'ouvrir les portes de la Coupe du Monde. Abdelkader Salifou a réalisé un parcours exceptionnel en Coupe d'Afrique. Le tournant décisif de son tournoi est survenu en quart de finale où il a affronté l'Égyptien Mohamed El Beyali, un adversaire redoutable. Avec une performance impressionnante et maîtrisée, le Béninois s'est imposé par 4-7 à 1, 11-4, 8-11, 11-3, 11-4, 11-4. Cela ainsi sa qualification historique. En demi-finale, il a croisé le chemin du grand favori, l'Égyptien Omar Assar, multiple champion d'Afrique. Salifou a livré une bataille intense, mais s'est incliné de justesse 4-3. Malgré cette défaite, son billet pour la Coupe du Monde était déjà en poche. Ce n'est pas la première fois qu'Abdelkader Salifou brille sur la scène internationale. Vice-champion de France en 2013 et ancien numéro 83 mondial, le Béninois confirme une fois de plus son talent et sa détermination en inscrivant le Bénin dans l'élite mondiale du tennis de table. Cette qualification ouvre un nouveau chapitre pour le tennis de table béninois, mettant en lumière le potentiel et le travail accompli par les pongistes du pays. Cap sur la Coupe du Monde 2025 à Macao, Salifou Abdelkader désormais entre dans une phase de préparation intense en vue du mondial de Macao où il tentera de défendre les couleurs béninoises face aux meilleurs joueurs du monde. Avec cette qualification historique, il envoie un signal fort à la nouvelle génération de pongistes béninois et prouve que le Bénin a sa place sur la scène internationale. Rendez-vous donc est pris du 14 au 20 avril 2025 pour suivre son parcours à la Coupe du Monde de tennis de table. Restons toujours à Tunis où se sont déroulés les championnats d'Afrique de tennis de table et comme le Bénin, l'équipe masculine de tennis de table du Togo s'est qualifiée également pour les championnats du monde de tennis de table 2026 à Londres. Gilles Chris Amakwe, Haïti, reportage. Championnat d'Afrique de tennis de table, l'équipe masculine de tennis de table du Togo s'est qualifiée pour les championnats du monde par équipe de 2026 à Londres. Fierté togolaise, l'équipe nationale a obtenu sa qualification en atteignant les quarts de finale de championnat d'Afrique de tennis de table 2025. Ce résultat est considéré comme historique pour le tennis de table togolais. Le pongiste togolais Ataru Assou a porté haut les couleurs du pays lors des championnats d'Afrique par équipe qui se sont déroulé à Tunis du 12 au 19 octobre 2025. Aux côtés de ses coéquipiers, il a contribué à un parcours exceptionnel qui permet à l'équipe nationale togolaise de se qualifier pour les championnats du monde par équipe à Londres en 2026. Une étape historique pour le tennis de table togolais et une immense fierté pour l'équipe nationale. Cap donc sur Londres 2026. Et à l'issue donc de ces performances, surtout du côté du Togo, nous avons pu joindre le directeur technique national de la Fédération togolaise de tennis de table, un monsieur que nous aimons beaucoup parce que au niveau de cette fédération togolaise de tennis de table, nous constatons qu'il y a un professionnalisme qui ne dit pas son nom. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure, mais pour l'heure, retrouvons le directeur technique national, Amédée Ama alias Ake. Nous avons l'habitude de l'appeler Ake. Il est en direct sur échauffement. Nous sommes qualifiés pour les champions du monde et ça n'a pas été facile. C'était un match vraiment assez difficile contre la Côte d'Ivoire et à la dernière manche, nous étions menés 6-3 et notre jeune Boudjan Elias a fait vraiment un remontada qui a tout basculé et le Togo a gagné 3-2 face à la Côte d'Ivoire pour le match de départagement, ce qui nous donne notre qualification pour les championnats du monde. Le Togo s'est qualifié plusieurs fois au championnat du monde et également c'est une qualification historique pour nous, en ce sens que pour la première fois le Togo a aligné des jeunes joueurs qui ont combattu pour ces championnats d'Afrique et ils ont su tirer le point du jeu pour avoir cette qualification à Londres. J'invite à tout le public sportif togolais à se mobiliser derrière le jeune ambassadeur pongiste qui ont vraiment fait un grand boulot à Tunis et rester derrière eux, mobilisés, soudés pour que notre prestation à Londres soit vraiment effective. Et ensuite,
nous vous promettons que dans les mois à venir, un programme scolaire sera mis en place pour le développement territorial au Togo et surtout accompagner nos jeunes talents dans ce domaine. Merci. Alors, GPP, quand on parle de tennis de table, naguère, le Togo et le Bénin faisaient peur. Ils faisaient peur dans la sous-région. Aujourd'hui, il semble d'ailleurs que et le Togo et le Bénin, le Nigeria étant en tête, meilleure nation, il faut le dire, il faut dire que les deux pays-là essayent chaque fois de faire un peu plus pour faire parler de leur nation. La preuve, les deux pays se sont qualifiés pour les championnats du monde. C'est une première historique. Votre réaction? Non, il faut tout simplement saluer les prouesses de ces deux instances fédérales, aussi bien au niveau du Togo qu'au niveau du Bénin. On sait que, de par le passé, vous avez dit, ils ont fait trembler plusieurs nations. À un moment, il y a une sorte de léthargie au niveau des deux nations. C'est comme j'aime le dire, c'est un peu comme des destins siamois. Et il a fallu que de part et d'autre, on puisse batailler pour que la petite balle en celluloïde puisse à nouveau avoir droit de cité et surtout avoir une belle organisation autour de sa gestion. Je veux citer pour preuve au Bénin le professeur Francis Moïse Dossou qui, depuis sa prise de fonction à la tête de la fédération, a mis en place un dispositif qui permet aujourd'hui aux gens de jouer convenablement aux compétitions de la discipline, d'avoir des championnats nationaux, d'avoir du rythme, d'avoir également du challenge, de pouvoir se frotter aux plus grands, aux plus expérimentés. Et c'est en train de porter ses fruits. Ce n'est pas rien, ce n'est pas anodin de savoir que d'un certain passé proche et récent, où ces nations n'avaient plus véritablement voix au chapitre, qu'elles arrivent aujourd'hui à avoir des performances, quitte à se qualifier et pour les premières de leurs histoires, que ce soit du côté du Togo comme du Bénin, pour des phases finales mondiales. C'est tout simplement historique et c'est à saluer. On va juste leur dire de ne pas se coucher sur leur laurier, de ne pas penser qu'ils ont accompli le plus grand, mais de continuer par qu'on ait seulement des élans individuels, mais qu'on ait quand même de forts nombres, de grandes participations au niveau des pongistes de part et d'autre. C'est important, c'est à saluer, mais il faut dire que tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait, comme le dit le dicton. Gérard Yaovi Bessanvi. C'est à croire qu'à des moments donnés où d'autres disciplines régressent, les disciplines d'autres, c'est le moment pour elles de prendre. Et je crois d'ailleurs qu'il vous souvient dans un passé récent, lorsqu'on prend par exemple du côté de la bosse, c'est des disciplines dans lesquelles nous avons reconnu beaucoup plus le Bénin et le Togo. Aujourd'hui, c'est vrai, nous pouvons dire que du côté du Bénin, le foot est en train de prendre le pas sur plusieurs disciplines, puisque les Béninois se sont qualifiés pour la CAN. Dans le même temps, nous avons assisté tout récemment à certaines fédérations qui ont quand même émergé. C'est la preuve que lorsqu'on y met du sérieux, les résultats accompagnent. Aujourd'hui, les pongistes sont en train de prouver d'ailleurs à suffisance qu'on peut désormais compter sur eux, puisque, qu'ils vous souviennent, dans un passé récent, les vétérans béninois ont vraiment montré de quoi ils étaient capables lorsqu'ils étaient du côté du Ghana. Aujourd'hui, et dans le même temps, nous avons souhaité que la jeune génération puisse leur emboîter le pas. Et c'est insuffisant aujourd'hui d'ailleurs de constater qu'ils le font très bien. Mais une chose est de se qualifier, mais l'autre est de mieux se comporter. Je crois que c'est maintenant que le plus dur commence. Après la qualification, il faut travailler dur, il faut continuer d'ailleurs avec ce qui se fait déjà, puisque récemment, il y a eu le championnat national qui a été organisé au Bénin, où il y a eu plus de 300 participants. Je crois que c'est déjà quelque chose de louable et d'appréciable qu'il faut vraiment saluer. Du côté du Togo aussi, depuis un bon moment, les athlètes sont mis au vert, ils travaillent.
Et je crois que c'est ce que nous demandons d'ailleurs pour la plupart, afin que désormais, nous voulons les résultats, il faut le travail à la base et que tout se fait dans les règles de l'art, surtout lorsqu'on met les moyens, il faut suivre et accompagner et mettre beaucoup plus du sérieux. Et lorsqu'il y a du sérieux, je dis toujours, lorsqu'il y a du sérieux, le résultat accompagne toujours. Il faut que tout se fasse dans les règles de l'art, c'est vrai. Et au Togo, tout se fait. Et comme cela, mes vifs remerciements au président de la Fédération togolaise de tennis de table, M. Eda Vast. C'est un grand monsieur, un grand dirigeant. Oui. Et un coup de fil et tout de suite, il règle le problème. Je vais justement, comme vous, saluer son pragmatisme légendaire, sa patte managériale qui se ressent. C'est pour dire, c'est comme j'ai dit, ces deux instances fédérales, depuis quelques temps, ont quand même la chance d'avoir deux bons monsieur à leur tête qui sont dotés d'une vision et d'une envie de porter ces deux nations-là au firmament en ce qui concerne cette discipline et de les voir du côté de Londres dans les tout prochains jours. Je pense que ce n'est pas anodin. Et ça, il faut le souligner. Ils ont fait des efforts, ils ont consenti des sacrifices, ils ont parfois ramé à contre-courant et aujourd'hui, c'est en train de payer. Ah oui, sans oublier également le secrétaire général de la Fédération togolaise de tennis de table, M. Badoé Kouessan Difa Nestor. Eh bien, tout cela font un travail formidable au niveau de la Fédération togolaise de tennis de table. Chapeau simplement. Direction le Bénin où on va parler des émotions du fitness. C'est à Cotonou. De quoi s'agit-il exactement? Direction à Ouansori, il a dit, c'est un quartier de la ville de Cotonou. On retrouve GPP pour le compte rendu. Les émotions du fitness sont une initiative transversale du projet sportif African Women at Fitness qui vise la promotion du sport pour tous, une réalité contemporaine qui se développe dans les grandes villes africaines. L'événement est organisé par M. Cyril Diakpo, coordonnateur du projet African Women at Fitness. Cette initiative se veut itinérante avec un ancrage à Cotonou pour atteindre les autres grandes villes du Bénin, voire de la sous-région. Et c'est le quartier à Ouansori-Ladji, situé dans le 6e arrondissement de la ville de Cotonou, qui était à l'honneur ce 18 octobre 2025. En effet, la fréquence d'organisation de cette activité est mensuelle ou trimestrielle, parce qu'elle vise à promouvoir un espace cosmopolite favorable au dialogue, à la découverte et au dépassement de soi pour vivre en santé à travers la pratique du sport de groupe. Pour le lancement, les populations étaient sorties nombreuses, signe qu'elles sont intéressées et n'attendaient qu'une telle opportunité. Selon l'organisateur, M. Cyril Diakpo, cette initiative repose sur une communication via des canaux digitaux dédiés aux associations de sport pour tous et l'implication de relais communautaires grâce à une collaboration avec les élus locaux, en l'occurrence les chefs de quartier. Cyril Diakpo, vous êtes le coordonnateur du projet African Women at Fitness. Comment est-ce que tout ça s'est passé à Ouansori, Ladji, parce qu'ils sont nombreux à vous suivre en ce moment du côté du Bénin? Merci FSP, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Le projet African Women at Fitness, c'est un concept qu'on a lancé il y a 3 ans qui vise à faire la promotion du sport pour tous 100% féminin. Et il s'est fait qu'au cours de ces 2 activités, les hommes ont voulu y participer. Mais comme c'est un concept 100% féminin, après l'édition, on s'est dit qu'on pouvait trouver une autre approche pour faire participer les hommes. C'est ce qui a donné naissance de façon transversale aux émotions du fitness. Émotions du fitness. Quand on entend ça comme ça, on se demande c'est quoi? Émotions du fitness. C'est toujours le sport? Oui, c'est toujours le sport parce que de plus en plus... On a vu les images, hein? Oui. On a vu qu'il y a beaucoup de sport. Les gens dansaient également. Oui. Il y a de la musique. Exactement. Voilà. Bon, déjà, dans la plupart des capitales africaines, il y a une réalité aujourd'hui que tous les week-ends, le sport, ça se pratique en groupe, en association ou seul, ça se fait.
Donc, l'idée a été de converger tout ce beau monde-là à travers cette initiative, les émotions du fitness, pour que dans un élan, avec des associations de sport pour tous et des particuliers qui veulent bien le faire, mais qui n'ont pas souvent cette opportunité à nous rejoindre, et c'est ce que ça donne. Quels sont les objectifs réels de cette organisation? Bon, les objectifs réels déjà de cette initiative, c'est de pouvoir fédérer un certain nombre d'associations de sport pour tous. Parce qu'au Bénin, aujourd'hui, il y a une fédération de sport pour tous. Il y a aussi une instance continentale qui se situe en Côte d'Ivoire, la Confédération africaine de randonnée pédestre et de sport pour tous. Donc l'idée est de vraiment fédérer, comme je l'ai dit tout à l'heure, les associations, mais des particuliers qui n'ont pas la chance aussi d'intégrer ces associations. Et ça fait son petit bonhomme de chemin. Vous étiez dans le 6e arrondissement? Oui, nous étions dans le 6e arrondissement de Cotonou, plus précisément dans le quartier Awansori-Ladji, qui est un quartier périphérique de Cotonou. Je ne dirais pas que c'est un quartier qui n'est pas trop connu. Et d'ailleurs, le choix a été fait pour amener les populations de ce quartier-là à découvrir cette discipline, se mettre ensemble, travailler, rire ensemble, découvrir des personnes. Et voilà, ça donne cette... Ça procure la santé, oui, ça procure la joie. Exactement. Hein? Déjà, on dépense beaucoup d'argent à se soigner. Et ce qui, moi, personnellement, m'a touché, c'est qu'il y a beaucoup de dames qui, toute la semaine, soit vont au marché, et ça fait cette navette-là. Mais le week-end, n'ont pas cette possibilité-là de s'adonner à la pratique du sport. Et ce sont elles qui traînent souvent des mal de dos, qui tombent régulièrement malades. Et pour la petite anecdote, il y a une vieille un sexagénaire qui nous a approché la dernière fois et qui demandait, mais monsieur, est-ce que vous allez reprendre ça? Parce que moi, on m'a demandé de pratiquer le sport, et comme je vous ai vu, je n'avais pas eu cette opportunité, mais comme je vous ai vu, je veux pouvoir revenir. Donc voilà, on donne rendez-vous pour la prochaine fois. Rendez-vous pour la prochaine fois, c'est quand? C'est le 15 novembre. Et où? Ça va être toujours à Awansori-Ladji. À Awansori-Ladji, après, vous irez dans les autres villes du Bénin, Parakou, Natitengu, Lokossa. Voilà, vous irez dans les autres bien départements. Bon. En fait, c'est un concept itinérant. Ça veut dire qu'on va pouvoir parcourir d'autres grandes villes du pays. Oui. Et pourquoi pas de la sous-région? On peut peut-être se retrouver à Lomé, qui est une grande capitale de sport pour tous. Ça nous fera plaisir. On le voit tous les week-ends, hein, surtout quand ça court les rues, les samedis, ça tape. C'est quelque chose qui nous a marqué quand on était de passage à Lomé, à la plage. À la plage. Donc, c'est dire que le Bénin, le Togo, c'est une belle combinaison, et je pense que ça va se faire ici. Alors, Cyril Diakpo, un message à ceux qui veulent bien pratiquer votre discipline et qui ne savent pas comment s'y prendre. Ben déjà, il ne faut pas se donner de raisons pour ne pas pratiquer le sport. Le sport, c'est pour la santé, c'est pour notre bien-être. Vaut mieux faire l'effort de pratiquer le sport et être en santé que se retrouver à l'été et voilà. Après, découvrir qu'il faut pratiquer le sport. Et maintenant, pour tous ces amoureux, toutes ces personnes qui veulent pratiquer le sport, vous avez la possibilité de nous rejoindre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la prochaine édition, c'est le 15 novembre, c'est à Awansori-Ladji. On donnera certainement des contacts pour des personnes qui voudraient nous rejoindre. Allez-y. Ok, c'est le 01 60 00 39 51. Alors, nous sommes une télévision panafricaine où on nous suit un peu partout en Afrique. Donc, veuillez mettre l'indicatif. L'indicatif, c'est le plus 229 01 60 00 39 51. Voilà. Je crois que on sera toujours à vos côtés. Merci pour... Parce que nous voulons faire quand même connaître ces sports qui sont marginalisés, que les gens ne connaissent pas. Nous, à One TV et dans Échauffement, on va les faire connaître. Vous me donnez, FSP, vous me donnez l'occasion de faire un clin d'œil au responsable de la Fédération béninoise de sport pour tous, en l'occurrence le secrétaire général, M. Olympe Roundjet, qui fait beaucoup pour cette discipline. Pour l'information, on a près de 200 associations de sport pour tous, rien qu'à Cotonou. Ça, ce n'est pas à l'intérieur du pays. C'est la preuve que c'est une discipline qui est en train de prendre. Et je pense que dans les jours à venir, dans les mois, dans les années à venir, c'est une discipline sur laquelle il faudra compter. On va l'inviter sur
On va l'inviter à One TV dans Échauffement. Hein. Merci beaucoup et infiniment merci à One TV, cette chaîne panafricaine, pour l'honneur que vous nous faites d'être passé sur votre plateau. On vous suit depuis tous les jeudis, depuis Cotonou, et on continuera de vous suivre. Merci. Merci Cyril Diakpo. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du projet African Women at Fitness. Et sans transition, nous allons nous rendre maintenant sur les stades du Togo. Bonne nouvelle d'ailleurs pour les fans du football togolais. Le championnat national reprend ses droits de cité ce 26 octobre. Les précisions avec Gilles Chris Amakwe Haïti. La nouvelle saison du championnat de première division D1 est lancée. La Fédération togolaise de football FTF a dévoilé le calendrier de la saison. La compétition se déroulera en deux phases. La phase aller, composée de 13 journées, s'étendra du 26 octobre 2025 au 25 janvier 2026. Elle sera suivie de la phase retour programmée du 15 février au 24 mai 2026, soit un total de 26 journées. 14 clubs sont en lice pour décrocher le titre national avec à leur tête la SCK, association sportive des chauffeurs de la COSA, championne en titre, qui tentera de défendre sa couronne face à une concurrence déterminée. En prélude à cette nouvelle saison, la traditionnelle Supercoupe servira d'échauffement. Le duel a opposé le champion SCK au vice-champion Gbokoulesu des Lacs le dimanche 19 octobre. La SCK est sortie vainqueur en dominant Gbokoulesu par 3-0 au stade municipal de Lomé. L'homme de la soirée se nomme Adjiraf Seydou, auteur d'un coup de chapeau retentissant. La Fédération togolaise de football entend faire de cette saison une réussite avec des efforts sur la professionnalisation, la sécurité des stades et la promotion du football local. Nous souhaitons beaucoup de réussite et de courage au nouveau secrétaire général de la Fédération togolaise de football, le doyen Mana Palanga. Allez, vive le football togolais, puisque c'est avec 14 clubs qu'on organise ce championnat. Je pense que c'est l'un des meilleurs sur le continent. On a vu dans des pays où on joue avec plus de 30 clubs, on joue avec 20 clubs, 25 clubs, un championnat. Je pense que ce n'est pas sérieux. Regardez, le Togo donne l'exemple. 14 clubs pour animer un championnat. Gilles Chris Haïti. Vous savez que j'ai toujours été apôtre de cette formule, en disant qu'il ne sert à rien d'avoir des petites nations comme le Bénin, le Togo, avec des populations qui ne sont pas autant développées que d'autres nations, et d'avoir une pléiade de clubs, des clubs qui limite même n'ont pas les moyens de leur politique, n'arrivent pas à être, ne serait-ce qu'un temps soit peu professionnels, et on les taxe de professionnels, on les envoie tous jouer au football, et vous allez voir à la fin des clubs qui n'arrivent même pas à se déplacer pour aller disputer certaines rencontres faute de moyens. Et donc on doit pouvoir aller véritablement vers ces formules de championnat comme cela est fait du côté du Togo, pour permettre à ce qu'on ait plus de représentativité au niveau des clubs en matière de supporters, en matière de personnes capables de diriger, qu'on ait des conseils de gestion véritables des clubs, et pas juste que des opérateurs économiques qui ont quelques millions dans leur compte et qui se lancent dans la création de clubs et quittent derrière à ne pas pouvoir subvenir aux charges quand leurs affaires ne roulent pas. Il faut qu'on finisse avec l'amateurisme, il faut qu'on finisse avec le capharnaüm que nous avons l'habitude d'observer, et cela passe pas de véritables clubs bien constitués. Parce que quand vous prenez la population du Togo, aller à plus de 18 ou de 20 clubs, c'est abusé. Les 14, qu'est-ce qu'on en fait déjà? Est-ce qu'on en prend bien soin? Est-ce que les joueurs sont dans les meilleures conditions qu'il faut? Est-ce que le professionnalisme tant chanté, souhaité et voulu est chose exacte? C'est à cela qu'il faut travailler. Je pense que c'est déjà un grand pas et qui est entrepris par la Fédération togolaise de football. Il faut les féliciter. Il faut féliciter le football togolais en général. Et on espère que de cela, de bien meilleurs résultats vont sortir, des joueurs aguerris, des clubs capables d'aller titiller les autres sur le continent vont commencer par émerger. Gérard Yaobi, mais sans vie, on constate quand même que
du côté du Togo ont fait l'effort de réduire, de jouer avec 14 clubs. Ça, c'est formidable. Je profite pour dire, pour faire un coucou au secrétaire général de la Fédération togolaise de football, notre douanier Mana Palanga. Eh bien, il est aux affaires depuis maintenant quelques semaines. Alors, malgré ces efforts, malgré tous ces efforts, le Togo n'arrive toujours pas à titiller les grands clubs sur le continent. Quand on parle des compétitions interclubs, on retrouve toujours en tête Boulessou et puis Asco de Kara. Mais au finish, le premier tour joué, on retourne à la maison. Et même aussi la SCK. Oui, la SCK également. Oui, déjà, je crois que c'est une joie pour tous les supporters d'ailleurs togolais de savoir que le championnat, quand bien même il a été repoussé, commence bientôt. Je crois que le peuple togolais n'attendait que ça, surtout les amoureux du football. Maintenant, ceci étant, vous avez posé un problème qui est crucial d'ailleurs. Vous savez, au Togo, le véritable problème, ce n'est pas le championnat, mais c'est les acteurs qui animent le championnat. Vous avez parlé de ces équipes qu'on retrouve souvent, l'AS de Kara, Boulessou et consorts, mais c'est la capacité de ces équipes à survivre lorsqu'on parle du plan continental. Puisque, osons le dire, les moyens étant limités par rapport à ces présidents qui n'arrivent toujours pas à recruter les joueurs qu'il faut. Parce que vous savez, quand on parle de plan continental, ce n'est quand même pas une compétition de rue. Et je ne dis pas non plus que le championnat togolais est une compétition de rue, puisque aujourd'hui, je crois que beaucoup d'ailleurs envient le championnat togolais. Ce qu'il faut faire aujourd'hui au Togo, c'est je l'ai déjà martelé haut et fort. D'autres me diront, bon, ce n'est pas le gouvernement qui va mettre les moyens. Mais vous savez, le Togo est un petit pays. Le gouvernement met un peu de moyens. Un peu de moyens. Maintenant, il faut que les clubs et les fédérations également arrivent à trouver des mécènes, à trouver des sponsors, à trouver des sociétés sportifs derrière pour pouvoir les aider. On ne doit pas croiser les doigts et attendre toujours le gouvernement qui doit construire des écoles, qui doit construire des centres de santé, les routes. Avoir d'autres priorités. Je suis d'accord avec vous. Il faut juste... Faut parler toujours comme si sans le gouvernement, le sport ne peut pas vivre. FSP, je crois que tous, autant que nous sommes sur ce plateau, nous sommes d'accord que le sport est un vecteur de développement. Affirmatif. Le sport, c'est cette vitrine qui dévoile, qui montre le pays sur le plan international. Ouais. Donc, lorsque nous partons de là, il est important que le gouvernement ne soit pas fatigué. Il est important que le gouvernement accepte qu'il faut toujours accompagner. Encore qu'au Togo, encore que la FIFA met beaucoup de sous actuellement pour la promotion et le développement du football, la FIFA des filles, etc., etc. Oui, nous sommes d'accord. Voilà. Et d'ailleurs, le Togo aussi jouit de ce affirmatif. Voilà. Donc, il est important d'abord de suivre les centres de formation, puisque au Togo, il n'y en a pas trop. Au Togo, on a des centres de formation. Pas trop. Nous avons des centres de formation. Il faut accompagner. Je dis, il n'y a pas trop. Il faut accompagner. Vous savez, il y a la qualité. Je ne sais pas ce qu'on appelle centre de formation dans certains pays d'Afrique. Vous voyez, certains, coûte que coûte, parce qu'on donne peut-être des subventions qui veulent avoir des centres de formation. Et quand vous allez dans ces centres de formation, vous constatez que le monsieur, il est assis dans son salon. C'est une pièce, une seule pièce. Il y a un rideau qui sépare. Vous voyez beaucoup de ballons à gauche, et c'est ça qu'il appelle centre de formation. Il y a une petite cour, et puis après, on va jouer, on prend des sacs de riz, on prend pas mal d'argent chez les parents,
et puis on dit qu'on est dans un centre de formation. Si c'est de ça que vous parlez, je regrette. Ah oui, je regrette. Justement. Voilà. Je crois que vous me rejoignez et vous venez et d'étaler ce que je disais, bien sûr, parce que, vous savez, lorsqu'on parle de centre de formation, c'est d'abord un équipement, c'est d'abord un bon système mis en place, l'encadrement qu'il faut, alors que, bon, souffrez que dans les pays comme les nôtres, nous n'avons pas tout ça. Et je crois que si nous voulons avoir... Mais il y a certains centres sérieux quand même. Il y a certains centres sérieux, Ah oui. je sais. Et c'est Vous même allez mieux. au Togo, vous allez le- au Bénin, vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez au Burkina Faso. Mon ami me dit Burkina Faso. Moi, il dit Burkina Faso. Attention, c'est pour blaguer. Vous allez au Sénégal. Ah, mais là, c'est la totale. Oui, nous sommes d'accord. C'est ça qu'on appelle centre de formation. Oui, c'est ça qu'on appelle centre de Ouais. formation. Et je dis, c'est ce qu'il faut nécessairement, véritablement pour le Togo aujourd'hui, puisque vous venez de le souligner, lorsqu'il s'agit du Togo à l'international ou même sur le plan continental, puisque ça fait un bon moment que le Togo est pratiquement absent. Et ce n'est nécessairement pas bon. passer par là. Il faut nécessairement franchement passer par qu'au là. niveau du Togo, il faut reprendre les trucs à la base, Ouais. former les joueurs et étoffer l'effectif de ces équipes qui animent le championnat national de ces joueurs afin d'avoir d'abord un très bon championnat, un championnat de qualité, parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir un championnat pour le simple fait de l'avoir, il faut avoir un championnat vraiment bien animé avec des joueurs de qualité. C'est seulement à cet titre que nous pouvons avoir de meilleurs joueurs qui pourront étoffer. Et d'ailleurs, c'est le lieu pour moi de lancer un appel à ces internationaux togolais qui aujourd'hui ne sont plus aux affaires de venir investir pour leur pays, de venir accompagner déjà la jeunesse, puisque c'est vrai, peut-être d'autres diront, nous n'avons pas eu ces accompagnements, mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, le football évolue et il faut réellement un accompagnement de qualité pour avoir de très bons joueurs. Haïti Amako, vous êtes d'accord avec lui? En sport, il n'y a pas de génération spontanée. Non. Il faut forcément prendre le temps qu'il faut. Il faut être patient, savoir que former, savoir que mettre en terre, ça prend du temps avant, derrière, de pouvoir jouir des fruits. Certaines nations l'ont compris. Vous avez cité tantôt le Sénégal. Ça porte les fruits. Je ne vais pas aller plus loin. Le Sénégal a tout gagné. Le Sénégal a tout gagné. Tout gagné. Ça dit, dans toutes les catégories, le Sénégal gagne. Et aujourd'hui, regardez le royaume chérifien qui est en train de donner une très belle leçon. Ah oui. On va y venir tout à l'heure. Le Maroc également. Le Maroc qui est en train de donner une très belle leçon au monde entier. D'autres nations l'ont fait avant. Vous vous rappelez de cette génération de Kroos et compagnie qui allaient prendre le mondial. C'est les gens qui ont joué en catégorie d'âge, qui à un moment ont été pris par Joachim Löw et qui par la suite l'ont retrouvé chez les plus grands. Et derrière, la mayonnaise a forcément pris des garçons qui savaient se retrouver idéalement sur le terrain parce qu'ayant joué ensemble, ayant mis en place des automatismes. Et tout ça, ça s'apprend. Il ne faut pas qu'on fasse du charlatanisme ici. Il faut du maraboutage et penser qu'on est en train de faire du football. Vous avez su bien le dire. Des gens, à cause des subventions du million pour les arbres qu'il y a au Bénin. Dans certains pays. Au Bénin? Au Bénin, où le million qu'on donne pour les centres de formation. Ah oui, mais l'actuel ministre, semble-t-il, on a il y a des indices. Des indices d'évaluation aujourd'hui oui, mais on ne donne plus l'argent comme ça. Oui, ça c'est arrivé parce qu'on a constaté que des soi-disant promoteurs de centres de formation, alors qu'en vrai, ils sont dans de la bricole, ont prouvé leurs insuffisances en faisant courir n'importe comment les enfants sur de la latérite à n'en point fini, en ayant eux-mêmes en n'ayant pas eux-mêmes de la formation nécessaire pour orienter ces enfants-là. Et c'est justement ça, la formation. Lorsque vous-même, vous n'êtes pas formé, vous voulez former des jeunes, ce n'est pas possible. Oui. Et au niveau du gouvernement béninois, le ministre des Sports a décidé de convertir ces subventions en formation. On doit les former. Ces entraîneurs de centre ces entraîneurs qui dirigent les centres de formation, il faut qu'ils soient formés. Absolument. Et ça se passe en ce moment. C'est une très bonne chose. Oui, à la FVF, on a des désignations CAFC, CAFD, etc., que les gens sont en train de passer. Je pense que c'est de bon augure. Il faut que les gens souffrent.
Il faut que le peuple également, les amoureux du cuir rond, les supporters de cette nation savent que parfois, il faut du temps. Ouais. Il faut énormément du temps. Depuis les années 60, depuis les années des indépendances, jusqu'à maintenant, on ne va pas toujours attendre. Non, on ne va pas attendre parce que depuis les années 60 et les années 70, on a eu des passionnés qui ont joué. Après ces passionnés-là, on n'a pas eu des générations qui ont suivi au niveau de la formation. Les formations véritables ont démarré sous nos camps. C'est ça qu'il faut se poser. Ce sont les vraies questions qu'il faut se poser. Et tout au moins à minima, il faut partir sur un cycle de 5, 10, 15, 20 ans pour espérer derrière avoir des résultats. Et il faut qu'il y ait une certaine continuité. Il ne faut pas qu'on fasse des choses comme des étoiles filantes. Depuis 20 ans, on chante la même chanson. Oui, mais ça n'a pas pris. On va dire que c'est maintenant que... Et pourquoi ça ne prend pas? Non, aujourd'hui, heureusement, on a de la vision au niveau de ces gouvernements-là qui ont compris qu'il faut véritablement... De certains gouvernements. Je parle en cas de l'occurrence, en l'occurrence du Bénin, du Togo, où quand même la volonté au niveau du sommet se manifeste à travers les moyens qui accompagnent et aujourd'hui l'encadrement de ces moyens. Donc, on ne va pas être pressé. Toute cette structuration, tout cet encadrement, avant on donnait de l'argent, les gens n'en rendaient pas compte. Même au niveau des clubs, ils n'en rendaient pas compte. Aujourd'hui, vous devez pouvoir prouver aux États, je vais prendre l'exemple du Bénin, comment vous disposez des frais qui vous sont alloués. Et quand vous ne cochez pas toutes les cases, le montant qu'on vous alloue diminue. Donc, ce n'est que dernièrement que toutes ces mesures-là sont venues pour inciter les gens véritablement à avoir de très bonnes attitudes avec les tout en saluant Madame le ministre des Sports du Togo, Lydie qui fait un travail formidable. Oui. Je voudrais également saluer le ministre des Sports du Bénin, Benoît Dator, qui est un auditeur et qui dit, écoutez, il faut fermer le robinet du détournement. Bon, c'est tellement que ça ne va pas plaire à certains. Ce qui est certain, c'est qu'on a des résultats. Lui qui est en train de faire 2 ans, seulement à la tête du ministère, et on peut comprendre désormais que les gens savent. On va en parler tout à l'heure parce que, on a prévu quelque chose sur lui. Absolument. Et si vous permettez, nous allons évoluer avec l'Argentine-Maroc, cette finale de la Coupe du Monde des moins de 20 ans de la FIFA. Chili 2025, et c'est historique, le Maroc, un pays africain, vient de monter sur le toit africain. GPP, non, sur le toit du monde. Il faut le dire, hein? Il a remporté, le Maroc a remporté. Franchement, ça a fait plaisir. Face à qui? Face à qui? GPP pour le compte rendu. Finale Coupe du Monde U20 de la FIFA Chili 2025, historique, le Maroc est champion. Le Maroc a battu l'Argentine 2-0 en finale de la Coupe du Monde U20 2025 et décroche le premier titre de son histoire dans la catégorie. Yassir Zabiri a été auteur d'un doublé au 12e et 29e. En effet, Yassir Zabiri a brillé en finale de la Coupe du Monde U20 de la FIFA Chili 2025 et a offert le titre au Maroc aux dépens de l'Argentine. L'équipe de Mohamed Ouabi est ainsi devenue la deuxième équipe africaine à remporter la compétition après le Ghana d'André Ayou en 2009. L'Argentine était pourtant largement favori. Après 6 titres au compteur, un record, l'Albi Céleste n'avait perdu qu'une seule finale U20. Le Maroc, de son côté, s'était hissé pour la première fois en finale. De plus, l'Albi Céleste avait remporté ses 6 matchs au Chili, marquant 15 buts et n'encaissant que 2, tandis que les Lionceaux de l'Atlas avaient perdu contre le Mexique 1-0 et n'avaient battu la France qu'à l'étape des tirs au but en demi-finale. 5 tirs au but contre 4, après 1 but partout à l'issue de la rencontre et même après les prolongations. Au coup de sifflet final, les Marocains ont laissé éclater leur joie. En chiffres, le Maroc est devenu la première équipe en 42 ans à battre l'Argentine en finale de la Coupe du Monde U20. Le Brésil de Jorginho, Dunga, Giovanni et Bebeto avaient en effet battu ses rivaux historiques lors de la finale Mexique en 1983. Depuis, l'Argentine avait battu le Brésil 2-0 en 1995, l'Uruguay 2-1 en 1990
1997, le Ghana 3-0 en 2001, le Nigeria 2-1 en 2005 et la République tchèque 2-1 en 2007 pour remporter le trophée. Pour la petite info, le Maroc est champion du monde U20 en 2025, champion d'Afrique U17 en 2025, médaillé de bronze au JO, champion d'Afrique U23 en 2023, demi-finaliste du mondial 2022. On va parler maintenant de la finale du tournoi de l'UFOA A des moins de 17 ans, Mali 2025. Eh bien, les Lionceaux conservent leur couronne à Bamako. Images et son GPP. Finale du tournoi UFOA U17 Mali 2025, les Lionceaux U17 conservent leur couronne à Bamako. Les jeunes de l'équipe nationale du Sénégal ont remporté le samedi 18 octobre 2025 au stade Mamadou Konaté de Bamako la finale du tournoi UFOA U17 face au Mali sur le score de 2-0. Ce succès confirme la solidité d'une génération prometteuse et assure au pays une qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations U17. L'équipe a signé un parcours sans défaite tout au long de la compétition. Les observateurs saluent la continuité d'un modèle de formation qui produit des résultats réguliers. La rencontre s'est jouée sur un rythme soutenu entre deux formations bien organisées. Après une première période équilibrée, le Sénégal a trouvé la faille à la 40e minute grâce à un coup franc parfaitement exécuté par Souleymane Commissaire Faye qui a placé le ballon hors de portée du gardien malien. Ce but a permis aux Lionceaux de prendre l'avantage psychologique avant la pause. Au retour des vestiaires, les joueurs sénégalais ont maintenu la pression sur la défense adverse. À la 56e minute, Faye, encore lui, s'est illustré en offrant une passe décisive à Magué Niang, auteur du second but qui a scellé la victoire. Les tentatives du Mali pour revenir au score se sont heurtées à une défense compacte et disciplinée. L'équipe dirigée par le sélectionneur Ousmane Diop a ainsi bouclé la compétition sans concéder la moindre défaite, confirmant sa constance technique et mentale. Ce résultat prolonge la dynamique enclenchée par la génération précédente, victorieuse du même tournoi en 2024. Une page dédiée à l'histoire récente du football de jeunes Sénégalais pourrait retracer cette progression marquée par une politique fédérale axée sur la détection précoce et l'encadrement de haut niveau. Le Sénégal et le Mali qualifiés pour la CAN U17. Le tournoi UFOA U17 revêt une importance particulière car il sert de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations U17 prévue en 2026. En s'imposant lors de cette édition, le Sénégal obtient non seulement son 3e titre régional après ceux de 2018 et de 2024, mais aussi son ticket pour la phase continentale. Le Mali finaliste accompagnera également les Lionceaux. Ce tournoi organisé par l'Union des fédérations ouest-africaines de football, UFOA, regroupe les meilleures sélections de la sous-région. Il vise à offrir une plateforme de développement aux jeunes talents avant leur passage vers les catégories supérieures. Une analyse approfondie de la performance des académies sénégalaises pourrait éclairer le rôle central des centres de formation de ces résultats répétés. La victoire de Bamako confirme l'ancrage du Sénégal parmi les références africaines en football de jeunes. Les Lionceaux rejoindront prochainement la sélection A à Dakar pour une cérémonie officielle avant de se tourner vers la préparation de la CAN U17 où ils tenteront de poursuivre cette dynamique de progression et d'expérience internationale. Et voilà, j'ai parlé tantôt, mesdames et messieurs, du Sénégal, avec ses centres de formation. J'ai dit que le Sénégal gagne tout, et a presque tout gagné. Je fais un clin d'œil au président de l'AIPS Zone Afrique, Thiam Abdoulaye, qui est du côté de Dakar et qui nous suit. Eh bien, j'ai raison ou pas? Ben oui, le Sénégal aujourd'hui, ça n'étonne pas, parce que, on le disait tantôt dans nos précédentes analyses, ça fait partie des écoles qui forcent aujourd'hui l'admiration en matière de formation à la base, en matière de catégorie d'âge. De plus en plus au Sénégal, on observe qu'il n'y a pas de génération spontanée. Les gens savent se passer le témoin. C'est devenu un credo désormais que notre génération doit faire tout autant, sinon plus, que celle qui nous a précédés. Et depuis un bon moment, voilà, au niveau des catégories d'âge sur le continent, ils sont en train d'imposer leur dictat à toutes les nations. Et je pense que ce n'est qu'à ce prix que l'Afrique, progressivement, comme vous l'avez dit, va prendre les rênes au niveau mondial. Parce qu'on a comme l'impression que
la hiérarchie est en train d'être bouleversée et dangereusement par les Africains qui de plus en plus osent, qui de plus en plus comprennent que ce n'est que dans l'organisation et avec d'excellentes stratégies, en faisant même confiance aux locaux, qu'ils arriveront à atteindre des résultats. Parce qu'il faut noter que le Sénégal réalise ses prouesses pas avec des expats, mais avec des locaux. Et ça également, c'est à saluer. C'est-à-dire que sous nos cieux, il y a de la matière, il y a des gens qui en ont, mais le plus important déjà, c'est de faire le casting, prendre les personnes qualifiées, très important, prendre des personnes qualifiées pour faire le job, et derrière, le résultat est là, et les doter surtout de moyens pour atteindre leurs objectifs. Parce qu'une mission, des moyens, des résultats. Affirmatif, Gérard, mais il y a envie, mais sans vie. Lors du CHAN passé, le Sénégal avait déjà lancé la lettre. Et le Sénégal avait dit, écoutez, attention. Et ceci, c'est le fruit d'ailleurs du travail qui se fait là-bas. Et vous l'avez martelé tout à l'heure, les centres de formation. Aujourd'hui, lorsqu'on prend de façon générale l'Afrique, c'est les centres de formation du Sénégal font partie des meilleurs centres en Afrique. En dehors de ceux de l'Afrique du Nord ou bien du Maghreb. Oui, bien sûr. Donc, et mis à part cela, lorsque vous prenez même sur le plan continental, je crois même, bien sûr, qu'à part la RDC où les équipes de la RDC essaient de titiller un peu. Et je profite pour faire un clin d'œil à notre ami Kaboulo Mouana Kaboulo qui nous suit en ce moment depuis Kinshasa-Ravel. Donc, je crois qu'il faut juste féliciter les Sénégalais et demander au reste de l'Afrique de leur emboîter le pas. Parce que lorsqu'il y a du sérieux, je l'ai toujours dit, lorsqu'il y a du sérieux, il y a toujours les résultats. Affirmatif. Et vous savez également que le Bénin va jouer le Nigeria. Ce n'est pas au niveau des seniors hommes, ça va être ce vendredi, c'est-à-dire demain à 15h, et c'est comptant pour le dernier tour des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2026. Il s'agira d'un duel pour une place à la CAN féminine 2026 GPP. Décidément, hein, le Bénin et le Nigeria, à ces temps-ci, c'est une affaire de je t'aime moi non plus. Le Bénin qui tombe une fois de plus sur le Nigeria. Les pouliches d'Abdoulaye Ouzérou vont devoir franchir ce dernier rempart qui n'est pas des moindres, qui est à l'allure du mur de Jéricho, qu'il va falloir déstabiliser pour retrouver une première participation à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations pour ce qui est des dames. On va déjà souligner l'incertitude, sinon la non-participation d'Aude Bédissi, un atout majeur de cette sélection à cette double confrontation. Une fois encore, la manche retour est prévue pour se disputer du côté du Nigeria et vous savez déjà ce que ça sous-entend. Ça va être très compliqué, mais le ballon est rond pour toutes les deux équipes pendant 90 minutes. Mais la réalité est là. La réalité est là. N'est-ce pas, Gérard Yaoui Messanvi? C'est un ogre qui est en face, mais il y a quand même des arguments à faire valoir. Ici, je ne pense pas. Côté Amazon. Non, ici, je ne crois pas parce que ces Super Falcons sont multiples championnes. Je vais dire champion ou championne, comme vous prenez ça comme vous voulez, d'Afrique. Oui. Et donc, ça va être un peu difficile. Les Béninoises vont jouer crânement leur chance. Je sais que leur entraîneur, leur sélectionneur, c'est un garçon très sérieux. C'est le fils de Abdoulaye, qui était capitaine de l'équipe des Bœufs du Borgou dans le Bénin. On l'appelait Petit Sori. Son fils fut d'ailleurs capitaine, le sélectionneur actuel de ces Amazones fut capitaine de l'équipe junior du Bénin. Absolument. Il fait un travail appréciable dans déplaise aux détracteurs. Je pense que c'est un garçon très sérieux et qui peut faire vraiment tourner la machine. Il a beaucoup de chance et nous pensons que le Bénin a de fortes chances, mais malheureusement, c'est l'ogre nigérien. Gérard Yaoui Messanvi. Je crois que les Amazones il va revenir sur son même discours.
Oui, bon, peut-être que je vais vous surprendre. Sinon, moi, j'ai même je prends plus de plaisir même à suivre ces Amazones qui, moi, en tout cas, me rassurent par leur manière de jouer d'ailleurs. Parce que depuis un bon moment, je crois que c'est les Amazones du Bénin qui, moi, ma foi, peuvent faire douter tout un peuple, peuvent même faire rêver tout un peuple. Vous êtes sérieux là? Je suis très sérieux. Je suis très sérieux. Il est très dithyrambique à l'endroit des dames. Non, pas du tout. Au passage, je vous rappelle que lorsque vous confiez une maison à un homme et une femme, vous êtes plus sûr de retrouver la maison plus jolie, plus belle, comme vous l'avez laissée. Donc, je sais que nous sommes bien sûr dans le sport. Nous sommes bien sûr dans le sport. Et je sais qu'avec la détermination et bien sûr le travail qui s'abat du côté du sélectionneur national, je crois bien sûr que c'est vrai que ce sera difficile, puisqu'il faut dire la vérité, ce sera très difficile. Les Nigériens ne voudront, puisqu'ils voudront toujours rester reines de la compétition, voudront emboîter d'ailleurs les pas aux Super Eagles qui, il y a quelques jours, ont fait la fête au Guépard du Bénin. Mais je dis, attention, ne pas prendre à la légère les Amazones du Bénin. Ouais, là je suis d'accord avec vous parce que nous sommes dans le football et tant que les 90 minutes ne sont pas terminées, il ne faut pas vendre la peau de l'ours sans l'avoir tué, dit-on, n'est-ce pas, mon cher GPP, puisque dans le même registre, mais en ce qui concerne les interclubs de la CAF, on va retrouver le vice-champion du Bénin, Coton FC, qui sera opposé à San Pedro. Et ce sera samedi, le lendemain, à 16h, toujours au stade de Kégué à Lomé. Une rencontre décisive en Coupe de la Confédération. Je pense qu'ici, les Béninois ont plus de chance parce que Coton FC est un habitué déjà au niveau de la Ligue des Champions et qui joue la Coupe de la CAF et qui a réussi à sortir la tête de l'eau lors de sa première rencontre, qui va rencontrer San Pedro. Quand on parle de San Pedro, ça ne veut rien dire. Je pense que Coton FC est mieux aguerri et je pense qu'ils ne vont pas décevoir parce que ces clubs, lorsque vous parlez bien d'eux, eh bien, ils vous déçoivent. J'espère que ça ne va pas être le cas, mais ce que je sais, en tant que vieux routier quand même de ce genre de compétition, Coton FC semble sur le papier être le meilleur. Gérard Yaovi, mais sans vie. Coton FC s'est bien comporté déjà à l'aller, parce que ce n'est pas facile d'ailleurs d'aller en terre étrangère et de revenir au Bécaye avec un point. Et il faut rappeler aussi que c'est San Pedro d'abord qui avait scoré et que Coton est allé chercher l'égalisation. Donc, et lorsque je vois le comportement, que ce soit du côté et techniquement ou tactiquement, je pense bien sûr que Coton FC part avec vraiment favori de ce match de retour. GPP. Oui, c'est vrai que San Pedro, je vais aller dans le même sens que vous, abonder dans votre sens de réflexion en disant que San Pedro, ce n'est pas un foudre de guerre, c'est pas le Dynamo de Zagreb ou je ne sais pas encore quel autre club mentionné ou encore Ashanti Kotoko. Non. Je ne manque pas de respect. Ouais. Je ne manque pas de respect à l'adversaire. L'adversaire n'est pas là par hasard. Non. L'adversaire a mérité. Ouais. Mais quand on dit un foudre de guerre au niveau continental, on sait aujourd'hui les Mamelody Sundowns, Al Ahly d'Égypte ou encore la GS Kabylie, les habitués qu'on connaît, ce n'est pas un foot de guerre. Et vous avez su bien le dire, du côté de la Côte d'Ivoire, lors de la manche aller, c'est un but partout, contre toute attente. Et je pense que si les cotonculteurs, une fois du côté de Kégué, ne se voient pas déjà exceptionnels et font un match aussi appliqué qu'on l'a eu à l'aller, ils ont de fortes chances de franchir cette étape. Et en même temps, ce n'est pas la formation qu'on sent qui viendrait les mettre à mal du côté de Kégué
sauf cataclysme, sauf mauvaise négociation de cette rencontre, de cette explication. Donc, bonne chance aux cotonculteurs, aux Coton Boys. On espère pour eux qu'ils ne vont pas décevoir leurs supporters et qui vont bien négocier cette manche retour-là pour se retrouver en phase finale de cette compétition. Et vous savez que c'est une rencontre qui a été... Ces deux rencontres ont été délocalisées au stade de Kégué à cause de la réhabilitation du stade Mathieu Kérékou de Koro. Nous espérons que dans quelques mois, quelques semaines, ce stade sera réouvrir ses portes pour le bonheur des Béninois. Ils sont nombreux à vouloir avoir leur équipe jouer toute une campagne, leur pelouse. 2 campagnes qualificatives sans de match à domicile, c'est comme une corvée. C'est ça. Mais ça nous apprendra, ça apprendra à certains à faire face à leurs responsabilités, à bien jouer leur job. Sur le continent, parce que ce n'est pas que le Bénin. Ce n'est pas que le Bénin, ce n'est pas que le Bénin. Non, mais dans le cadre du Bénin, c'est le lieu d'appeler une fois encore les dirigeants pour que quand vous mettez des gens à la tâche, qu'ils fassent bien leur job. Parce que quand on vous envoie des courriers pour vous demander de vous mettre au pas avant que la sanction ne tombe, il est de votre ressort de remonter l'information pour que les incohérences ou les anomalies soient corrigées, pour que tout un peuple ne soit pas privé aujourd'hui du plaisir de voir le plus grand spectacle de toute une nation. Parce qu'un match de la sélection nationale, c'est le plus grand spectacle de toute une nation. Et priver tout un peuple de cela à cause d'incompétence ou de ne pas faire son job, je trouve que c'est un péché contre toute une nation. Je le dis comme ça, et c'était le moyen de déverser ma bile. Allez, nous allons retrouver nos correspondants. Direction Constantine, où on retrouve en Algérie notre correspondant Smaël Benkaïdia pour le condensé de l'actualité sportive. Bonsoir Smaïl. Très heureux, comme d'habitude, de vous retrouver à partir de Constantine en Algérie pour vous parler d'un grand club. C'est peut-être l'un des monuments du football algérien et surtout avec toutes ses consécrations en Afrique. Il s'agit de la JS Kabylie, la jeunesse sportive de Kabylie, qui aujourd'hui a fait sensation en remportant à l'extérieur son match aller face à l'US Monastir, l'équipe tunisienne, sur le score sans appel de 3-0. En match aller, il reste le match retour, mais d'ores et déjà, on peut dire que la qualification des Canaries du Djurdjura, c'est leur surnom, est déjà assurée. Et tout cela, il faut dire que les moyens ont été mis à la disposition de l'entraîneur Zinnbauer, l'Allemand, qui est en train de réussir son passage en Algérie. D'ailleurs, lui-même, il dit, dans une déclaration à un journal allemand, qu'il vit ses meilleures années et qu'il est sur un nuage avec un club qui dispose de tous les moyens, mais aussi il n'a pas tari d'éloges sur le public algérien qui l'entoure et qui l'accueille à chaque fois comme un conquérant, comme un triomphant, comme Zinnbauer a su donner cette discipline à l'équipe de la JS Kabylie qui n'en n'est pas à sa première expérience avec un entraîneur étranger, l'emblématique Stefan Zivotko, le Polonais, qui a passé plus de 14 ans à la JS Kabylie, a laissé son empreinte. Je ne pense pas que Zinnbauer, l'Allemand, va faire autant, mieux peut-être, je ne sais pas, mais déjà, après 2 ans, lançant déjà la patte de Zinnbauer, l'Allemand, sur les résultats. La JS Kabylie est en train, d'ailleurs, juste, il y a en match retard, elle a infligé la première défaite à l'USM Renchla, un coriace adversaire. C'est pour vous dire que la JS Kabylie revient sur le plan africain, revient dans le championnat national, et tout ça grâce à une équipe, mais aussi à un entraîneur. Je voulais parler de ça. En attendant, bien sûr, la semaine prochaine, j'espère vous parler bien de l'actualité algérienne. Mais respect FSP à partir de Constantine, votre serviteur Smaïl Benkaïdia à partir de l'Algérie. Nous allons nous arrêter à présent à Ouagadougou. Eh bien, vous savez que c'est le Burkina Faso, le pays des hommes intègres,
où Antoine Bationo est déjà en ligne pour le condensé de l'actualité sportive. Bonsoir Antoine Bationo. Bonsoir Félix Onde Pépéripé. L'actualité sportive au Burkina Faso a été marquée par le deuxième tour des préliminaires des Coupes africaines de clubs avec la Ligue des Champions, où le représentant burkinabé était Raïmo FC, et la Coupe de la Confédération avec l'Union sportive des forces armées. Tout a commencé avec Raïmo FC qui était face à l'Espérance de Tunis samedi après-midi au stade du 4 août. Malheureusement, l'équipe de Bobo Dioulasso, Raïmo FC, est tombée sur ses installations par 1-0, un but inscrit par l'attaquant de l'Espérantis CB. Et maintenant, il faudra le week-end prochain pour Raïmo FC d'aller réaliser l'exploit à Tunis, ce qui va être très 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 difficile quand on connaît l'expérience et le vécu de l'Espérance de Tunisie qui a pris une bonne option pour la phase de groupe. En Coupe de la Confédération, c'est l'Union sportive des forces armées, comme nous le disions, face au Djoliba Athletic Club de Bamako. Même score au stade du 4 août dimanche après-midi. Le Djoliba l'a emporté par 1-0, un but inscrit pratiquement dans les dernières minutes de cette rencontre, à la 85e minute. L'USFA a perdu également, donc 2 défaites pour les clubs burkinabés en Ligue des Champions, en Coupe de la Confédération, par le même score de 1-0. Ça serait à Bamako pour l'Union sportive des forces armées d'aller réaliser également l'exploit. Et nous savons tous que ça va être très difficile, mais il faut y aller en espérant qu'au moins un de ces clubs va franchir ce cap-là pour la phase de groupe. Une phase de groupe qu'a atteint l'équipe de Salitas FC à 2 reprises. En dehors de cela, aucun autre club burkinabé n'a réussi cet exploit. Antoine Bationo, One TV. Arrêt sur image. L'arrêt sur image porte sur le ministre béninois des Sports, Benoît Dator. Benoît Dator, c'est un ministre qui vient de faire 2 ans à la tête du département des sports du Bénin, mais qui a réalisé pas mal de choses. Tout le monde, je dis bien, tout le monde parle en bien de ce monsieur. Sauf quelques nostalgistes, quelques vous voyez, c'est l'émotion, ouais. Quelques nostalgiques qui pratiquent le gangstérisme, ou alors qui sont simplement des gens pas bien, et qui veulent toujours de l'argent. Et quand monsieur ferme les robinets, ils ne sont pas contents. Et bon, ils ne sont pas nombreux, heureusement. Vous retrouvez peut-être un seul individu. Derrière, il a un parapluie atomique qui le finance. Donc, vous comprenez, Benoît Dator, on peut lui tirer un grand coup de chapeau chez Pépé. Absolument. Je pense que ce monsieur est venu avec une vision. D'aucuns l'ont taxé au début de ne pas être un connaisseur de la maison. Et par la suite des choses, on a vu que lui, quand taxait de ne pas connaître la maison, c'est lui qui est en train de poser de véritables jalons pour le bien-être de toutes les fédérations sportives sous son égide et sous l'égide du ministère des Sports. On sait que toutes les fédérations aujourd'hui disent d'un commun accord que ce ministère-là accompagne véritablement. Quand il s'agit de voyager, on essaye de mettre les conditions à l'endroit de toutes ces fédérations-là qui font des efforts et qui surtout essayent de hisser le drapeau béninois haut. Le ministère ne manque pas de les accompagner. Et surtout, on l'a tout le temps dit ici, ils ont réussi à faire ce que beaucoup n'ont pas fait, c'est d'aller au-delà de la subvention, encadrer la subvention. Ça, c'est important parce qu'il s'agit de deniers publics qui sont orientés vers le développement du sport et à cause de cela,
il va falloir qu'on nous justifie comment les sous-là sont utilisés. Et ce mécanisme d'évaluation suivi, mis en place par le ministère des Sports et sous l'égide éclairée du ministre des Sports Benoît Dato, prouve aujourd'hui à suffisance que si vous devez bénéficier de la subvention de l'État, il faut que vous puissiez mettre à disposition les preuves des efforts que vous consentissez pour mériter derrière l'accompagnement du gouvernement du président Patrice Talon à travers son bras armé, le ministère des Sports. Et je pense que ce ministre a de bons jours devant lui, plaise au ciel et plaise à ce que sa détermination ne s'émousse pas en chemin et qui puisse accompagner. On ne va pas oublier, il a même initié dans un passé une formation à l'endroit des journalistes et reporters sportifs. Alors qu'il n'est pas le patron des journalistes sportifs. Qui ont leur ministère à part. Absolument. Alors, et derrière, c'est pour prouver sa bonne foi, pour prouver son envie de professionnaliser toutes les composantes du monde sportif béninois. Il est il a de très bonnes relations avec les fédérations sportives. Il a de très bonnes... On défie celui-là qui peut venir dire que une fédération sportive est contre lui. Contre lui. Et il est en de très bons termes avec le comité national olympique et sportif béninois. Avec son président Julien Minavoa, qu'on salue au passage. Le diplodocus, comme on aime l'appeler. La bibliothèque. Et voilà. Et derrière, je pense que quand vous alignez tous ces éléments, quand les étoiles s'alignent, c'est que derrière, vous n'êtes pas juste là par hasard, c'est que vous êtes une tête bien faite et ça prouve que vous pouvez ne pas être d'un domaine, mais armé de volonté, de détermination et surtout d'une bonne vision. Vous pouvez réaliser de gros exploits. 2 ans, c'est pas beaucoup, mais en 2 ans, il en a beaucoup. C'est à croire qu'il a fait 8 ans. Une éternité. Gérard Yaovi, mais sans vie. Il faut simplement reconnaître que... le chien aboie, la caravane passe. Le chien aboie, la caravane passe. Allez, coup de cœur, coup de gueule. Allez, coup de cœur, c'est avec vous, GPP. Votre coup de cœur, votre coup de gueule. Mon coup de cœur, sinon mes coups de cœur vont à l'endroit, déjà dans un premier temps, du Maroc. Le Maroc qui réalise de très belles prouesses. Le lieu, une fois encore, de saluer le centre de formation Mohamed VI et qui aujourd'hui est salué par les efforts, les sacrifices consentis. Vous qui connaissez très bien ce complexe avec tous les moyens qui ont été mis, le sérieux qui est en train d'être fait et la preuve derrière que la volonté du roi, son Altesse Mohamed VI, que Dieu l'assiste, sa vision d'accompagner le sport et tout cela derrière est en train d'être payé. Et mon second coup de cœur va à l'endroit des pongistes béninois et togolais qui, ma foi, méritent d'être applaudis pour les exploits. On va les applaudir. On va les applaudir. Bravo, bravo. Ils sont qualifiés pour le championnat du monde de tennis de table. Et ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Il faut saluer cela. Et mon coup de gueule, je vais revenir dessus. Votre coup de gueule? Je vais revenir dessus, je l'ai dit tout à l'heure. Il faut qu'aujourd'hui, que dans certaines nations, quand on confie des missions à des personnes, qu'elles les fassent convenablement. Je vais citer pour exemple le stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou. C'est triste aujourd'hui que des milliers d'amoureux du cuiron, des milliers de sportifs béninois soient privés de la joie de voir leur club évoluer sur leur propre station, sur leurs propres installations et également leur sélection nationale d'évoluer à domicile parce que des personnes n'ont pas bien joué leur rôle. Et moi, mon coup de cœur, c'est de dire merci au gouvernement béninois parce que je constate qu'aussitôt, le gouvernement béninois a commencé la réhabilitation du stade général Mathieu Kérékou. Ailleurs, ils n'ont pas pu. Donc, bientôt, les travaux
seront livrés. Et FSP, oui, vu que votre voix porte, on a lancé plusieurs chantiers de réfection de stade. Le stade René Pleven, le stade Charles de Gaulle également. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Ouais. Et probablement, d'ici quelques jours, on va passer à la réhabilitation également, ou un nouveau stade au niveau de la partie septentrionale du côté de Parakou. Ouais. Vous n'avez pas parlé de l'Arena. Ah, de l'Arena. Du côté oh là là, à côté de l'ancien ministère des Sports qui est cassé, tout est cassé là. Oui. Allez voir. Absolument. Tout ça, c'est bon pour le sport. En tout cas, les sportifs sont bien lotis, bien logés. L'ex-hall des arts loisirs. Voilà, tout. Ah non, l'ex-hall sera, j'apprends, réhabilité. Ouais, mais tout ce qui entoure est cassé. Absolument. Donc franchement, il y a quand même de très belles choses. Les sportifs béninois seront très contents, très heureux. Et là, je dis que le président de la République, le président Talon, il entre dans l'histoire. Oui. En ce qui concerne le football, en ce qui concerne le sport en général, je pense qu'il y a eu la volonté politique du côté du Bénin et que vraiment, le nom du président de la République, Patrice Talon, sera inscrit en lettres d'or. Absolument, dans les annales de l'histoire en général et du sport en particulier. En qualité de LEGND légende, tout simplement. Allez, mes amis Yaovi. Mon coup de cœur ce soir va vraiment à l'endroit de la Fédération togolaise de football qui vraiment a pris les taureaux par le cornes et bientôt nous aurons le championnat qui va démarrer. Merci. Seulement suivez et accompagnez. Mon coup de gueule, je voudrais m'adresser particulièrement à la FIFA et à la CAF. C'est inadmissible que pour les éliminatoires, qu'on n'ait pas le système VAR. Parce que, après tout, c'est quand même pour une grande compétition. Il est important de cesser de s'amuser, alors qu'ailleurs, nous avons ce système qui fonctionne si bien. Merci à vous, Pépéripé. On va revenir là-dessus parce que j'ai des choses à dire. Allez, avec notre invité, Cyril Jacko, votre coup de cœur, votre coup de gueule. Le coup de cœur, je l'ai déjà dit, c'est cette opportunité que le Bénin a, nos Amazones ont, pour se qualifier. Je pense que vous êtes béninois, effectivement. Donc, moi, je les soutiens à 100%. Je pense que beaucoup de choses ont été faites ces dernières années pour qu'on ait une équipe nationale féminine à ce niveau-là. Donc, saluer le travail qui est fait par le ministère et l'encadrement technique. Je pense que de bonnes choses sont en train d'être faites. Vous constatez que de bonnes choses se font au niveau du ministère des Sports. Oui. Donc, félicitations à ces Amazones. Et voilà, elles ont l'opportunité de rentrer dans l'histoire. Ça se joue et ça se gagne. Votre coup de gueule. Bon, j'en ai pas. C'est pratiquement la fin de cette émission. Je voudrais saluer les hommes de l'ombre, Marzuko Luomo, qui était à la réalisation, assisté de Chris Bankole, que nous saluons vivement pour son professionnalisme. Ali Wassissi était à la coordination éditoriale. Honoré Amoussou, assurait la logistique. Nous avons été maquillés par Tania Perla Cosmétique et nous disons merci à sa directrice générale Tatiana Dazan. Voilà, mesdames et messieurs, à jeudi prochain si Dieu le veut. Bye bye et salut chez vous.